Et voilà, nous allons pouvoir passer au dernier dossier, le dossier numéro 6. Alors, c'est un homme qui a 46 ans, qui vient vous voir pour des difficultés de marche qui évoluent progressivement depuis une semaine. Il dit qu'il a commencé par un engourdissement des pieds, puis une faiblesse des deux membres inférieurs. À l'examen clinique, il a un déficit moteur, effectivement, à 3-4 au membre inférieur, qui prédomine en proximal. Question numéro 1, quels sont les sites lésionnels qui pourraient expliquer cette symptomatologie? Ensuite, il vous parle aussi secondairement de symptômes similaires dans les deux mains. Et maintenant, quel est votre diagnostic le plus probable et quels résultats d'examen complémentaires pourraient vous le confirmer? On continue, le patient est pris en charge en réanimation où il développe une tétraparésie avec une atteinte respiratoire nécessitant une ventilation transitoire. Après une phase de plateau de 3 semaines, sa symptomatologie s'améliore, il est extubé, la reprise de l'alimentation orale se passe bien, il est installé au fauteuil. Question 3, quelle va être votre prescription de kinésithérapie respiratoire et vous incluez les techniques. Question 4, il a développé pendant son temps de réanimation une escarre sciatique de grade 3, quel va être le traitement? Et puis, vous êtes appelé un soir pendant la garde parce que le patient n'a pas uriné depuis le matin. Quand vous arrivez, il est agité, il est douloureux, il a une matité suspubienne. Question 5, quelle est votre attitude? Après quelques semaines de rééducation, son déficit s'est nettement amélioré, son escarre est guéri, il a développé des raideurs articulaires douloureuses, notamment au genou gauche où les amplitudes sont moins 15 degrés / 120 degrés. Le testing au membre inférieur est d'environ 3 en proximal, quadriceps, fléchisseur de hanche, et 1 en distal, extenseur et dorsaux et plantaire de cheville. Question 6. Comment vous qualifiez les amplitudes du genou que je viens de décrire? Quelles gênes vont-elles provoquer? Vous souhaitez lui prescrire de la balnéothérapie. Question 7. Quels en sont les intérêts et les contre-indications? Question 8. Lorsqu'il est mis debout pour la première fois, le patient présente un malaise avec une hypotension, une tachycardie, une dyspnée. Quel diagnostic faut-il évoquer en urgence? Et ensuite, quelle serait l'autre cause la plus probable du malaise? Comment aurait-elle pu être évitée? Question numéro 9. Quelles sont les étapes de la reprise de la marche? Quelles aides techniques seront utiles? On va passer à la correction. Donc, question numéro 1, il a un déficit subaigu des deux membres inférieurs. Donc ça, c'est la problématique. Quels sont les différents sites lésionnels qui peuvent donner ça? Bon, on commence par cerveau, ensuite moelle épinière, et ensuite on fait le périphérique. Cerveau, moelle épinière, donc c'est le central. Donc dans les atteintes centrales, qu'est-ce qui pourrait donner une atteinte des deux membres inférieurs? Au niveau cérébral, il pourrait avoir une atteinte bilatérale du cortex moteur médian. C'est-à-dire les deux, vous savez que la répartition des aires motrices se fait sur la frontale ascendante, de l'extérieur vers l'intérieur, avec les bras, les mains, les bras, la bouche à l'extérieur, et vers l'intérieur, de part et d'autre de la faute du cerveau, vous avez les aires motrices qui correspondent aux membres inférieurs. Donc si vous avez notamment un méningiome de la faux, un méningiome à cet endroit-là, ou un hématome sur une rupture de l'anévrisme de la communicante antérieure, vous allez avoir une atteinte de ces deux zones-là, qui peuvent donner donc une atteinte des deux membres inférieurs avec une pseudo-paraplégie. Donc, atteinte bilatérale du cortex moteur médian, première chose. Ensuite, on descend au niveau médulaire, il peut avoir une atteinte. Déjà, il peut avoir une atteinte du tronc cérébral, je ne l'ai pas mise, mais c'est possible, si c'est une atteinte assez étendue. Il peut avoir une atteinte médulaire, soit cervicale, soit dorsale. Avec le plus grand classique, le plus fréquent, dans ces cas-là, ce sera plutôt une atteinte médulaire cervicale, notamment sur une myélopathie cervicarthrosique qui aurait décompensé. Donc, atteinte médulaire cervicale. Ou dorsale. Ensuite, sur des atteintes périphériques, vous allez avoir soit le plexus, soit les nerfs, soit une neuropathie plus diffuse. Pour pouvoir avoir une atteinte des deux membres inférieurs, vous avez soit toutes les racines, une atteinte pluriradiculaire, avec une atteinte de la queue de cheval, soit ensuite les diagnostics classiques, c'est la polyradiculonévrite, qui va être le diagnostic qu'on va retenir. Question numéro 2. Donc là, le diagnostic le plus probable, c'était la polyradiculonévrite de Guillain-Barré. Quels sont les signes d'examen complémentaire que vous avez? Les deux principaux, ça va être à l'électromyogramme et à la ponction lombaire.
Qu'est-ce qu'on retrouve à l'électromyogramme? On va chercher des signes de démyélinisation, donc ça c'est un mot-clé important, une démyélinisation qui va se manifester comment? Ça va se manifester d'une part par une diminution des vitesses de conduction, donc les vitesses de conduction ça va moins vite, et en plus il va y avoir des blocs de conduction, c'est-à-dire que entre les réponses motrices que vous obtenez par une stimulation proximale et les réponses motrices que vous obtenez par la même stimulation distale, le rapport entre les deux diminue, c'est-à-dire que la conduction les réponses perdent de l'amplitude selon l'endroit que vous stimulez. Et vous pouvez aussi avoir une augmentation de la latence distale motrice. Qu'est-ce qu'on a ensuite à la ponction lombaire? On recherche une dissociation albuminocytologique avec d'une part une hyperprotéinorachie supérieure à 1 gramme qui peut apparaître de façon retardée, donc la première PL peut être normale, et puis surtout pas de réaction cellulaire. Je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier le diagnostic différentiel, ce que je n'ai pas précisé là. Au moindre doute, il faudra faire notamment une IRM cervicale, puisque comme je vous dis, c'est un des principaux diagnostics différentiels. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'on va demander au kiné sur le plan respiratoire? Donc c'est un patient qui est extubé, qui a pas de trachéo, qui a plus de respirateur. La première chose, c'est une surveillance surtout. Et ce qu'on va leur demander régulièrement, c'est de faire des capacités vitales des patients, de calculer leur capacité vitale pour vérifier qu'ils ne perdent pas. Et puis, dans la kinésithérapie, la plus grosse partie de la kinésithérapie respiratoire, c'est du désencombrement bronchique. Drainage ou désencombrement bronchique. Comment ça se passe, le drainage ou le désencombrement bronchique? Il y a d'une part les postures, les positions de drainage. Donc on peut mettre un patient en posture en décubitus latéral droit s'il a une atelectasie à gauche, ou le contraire. Le mettre plutôt assis pour éviter qu'il soit allongé, ce qui favorise les atelectasies. Donc position de drainage. Et ensuite, dans les techniques que réalisent les kinés, les plus classiques, celles qui ont le plus montré leur efficacité, c'est l'accélération du flux expiratoire. Donc s'il y a un mot clé à retenir, c'est l'accélération active ou passive du flux expiratoire. Donc ça, c'est le grand classique du désencombrement bronchique. Le principe, c'est que ça ne sert à rien de faire tousser ou d'aspirer un patient, d'évacuer des sécrétions, si elles sont toutes collées en distale. Il faut d'abord décoller toutes les sécrétions distales et les faire remonter en proximale pour ensuite les évacuer. Donc pour décoller ça, avant on faisait des vibrations thoraciques ou du clapping, ça n'a pas trop montré son efficacité. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on fait souffler le plus rapidement et le plus fort possible. On accélère le flux expiratoire. Donc on demande aux gens de souffler le plus fort possible. On peut utiliser des outils, des tubes, etc. pour que ça fonctionne. Ou bien ce que font souvent les kinés, c'est qu'ils disent aux patients de souffler et en même temps ils appuient sur le thorax. Souffler pour accélérer le flux expiratoire. C'est ce qu'on fait aussi dans la bronchiolite, c'est ce qu'on fait dans toutes les techniques de désencombrement bronchique. Ok, alors une fois que vous avez fait remonter les sécrétions, comme je dis, on peut les évacuer. Donc là, on peut l'aider à tousser, selon si sa toux est efficace ou pas. Sinon, on peut aspirer, différentes techniques. On peut aussi utiliser, alors si c'est nécessaire, on peut utiliser des appareils. Il y a des appareils d'in et ex-sulfation mécanique de type Cofasys, donc des appareils qui aident justement ce travail-là. Ensuite, ce qu'on va demander au kiné, ça va être de faire des exercices d'expansion thoracique. Ça, c'est surtout dans les pathologies restrictives. Là, je vous ai donné quelque chose d'un peu général. Et ici, dans les pathologies neuromusculaires ou musculaires, on va faire un renforcement des muscles respiratoires, donc du travail d'expiration, d'inspiration. Voilà pour la kinésithérapie respiratoire. Ensuite, question 4, comment est-ce qu'on traite l'escar? La première chose, bien sûr, à préciser, c'est qu'on arrête de mettre au fauteuil. C'est-à-dire qu'une escar ischiatique, c'est le point d'appui principal qu'on peut avoir quand on est assis au fauteuil, ce qui est à la différence des escars sacrés qui sont moins en appui au fauteuil, donc qui ne contre-indiquent pas forcément la station au fauteuil. Par contre, l'escar ischiatique, la station au fauteuil, pose problème. Donc il faut arrêter les mises au fauteuil, ou bien les diminuer, mais au départ, on commence par les arrêter pour le temps que l'escar s'améliore. Donc ensuite, il faudra un support adapté au lit, puisqu'il va être au lit. Matelas anti-escar de classe 3. Les classes 3, c'est les matelas R. Donc lui, il va lui falloir un matelas R. Dans les mesures un peu générales aussi, la nutrition qu'il ne faut pas oublier, l'hydratation qu'il ne faut pas oublier, et la vérification du statut vaccinal antitétanique à ne pas oublier, bien sûr. Et ensuite, les traitements locaux. Donc, les 3 phases de guérison de l'escar, il y a détertion, bourgeonnement, cicatrisation. La détertion, vous pouvez la faire soit mécanique, en grattant avec une curette ou un bistouri, soit chimique.
Et là, vous choisissez ce que vous voulez. Hydrogel type intracide, ça peut être de l'eau boriquée aussi, si c'est plus simple. Détertion, donc détertion, on nettoie. Ensuite, une fois que tout est nettoyé, qu'il n'y a plus de fibrine, qu'il n'y a plus de nécrose, que c'est purement rose et bourgeonnant, on va aider le bourgeonnement. Et pour aider le bourgeonnement, on ne fait que nettoyer et puis on met du gras. Ensuite, on met du gras, on nourrit, on met du gras. Donc des compresses vaselinées, du tulle gras, on met du gras. Et la suite va se passer de la même manière. Au fur et à mesure que le bourgeon pousse, on met du gras, puis ensuite il y a la cicatrisation cutanée, la dernière phase, pansement gras, encore une fois. Si ça bourgeonne trop, on peut mettre soit des corticoïdes, soit le bâton de nitrate d'argent. Ensuite, si l'évolution est défavorable, ce qui peut être, ou si le traitement ne suffit pas, on peut être amené à proposer un traitement chirurgical chez les patients neurologiques qui ne récupèrent pas beaucoup. C'est souvent nécessaire. Donc le traitement chirurgical des escarres, c'est un lambeau musculo-cutané dans la plupart des cas. Question numéro 5. Donc le diagnostic devant la matité suspubienne douloureuse avec un patient qui n'a pas uriné depuis le matin, c'était une rétention aiguë d'urine. Donc ça, on suspecte une rétention aiguë d'urine. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? En urgence, drainage des urines. Donc ça, c'est la première chose à faire. Comment est-ce que ça se passe? On va poser une sonde à demeure. Respecter l'asepsie lors de la pose de la sonde à demeure, ça c'est important. Et ne pas oublier surtout que là, il va falloir faire un clampage tous les 500 millilitres pendant 20 minutes pour éviter l'hémorragie vacuole, ne pas trop vider trop rapidement. Ensuite, ça c'est ce que vous faites dans l'immédiat. Ce qu'il va falloir faire très rapidement après, ça va être de rechercher et traiter une cause. Effectivement, le Guillain-Barré peut le favoriser, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur déclenchant qu'il faut chercher? Donc, première chose, cause infectieuse, on va faire un OCBU, on traite s'il y a une infection, on peut faire un toucher rectal pour chercher une prostatite également. Ensuite, les causes médicamenteuses, donc il va falloir faire la liste des traitements à effet anticholinergique dans ce qu'il peut avoir, et puis les arrêter si c'est nécessaire. Traiter la constipation et le fécalome qui peut favoriser les rétentions aiguës d'urine. Donc ça, c'est les principales choses qui, dans cette situation-là, peuvent être cause de la rétention aiguë d'urine. Et ensuite, juste après aussi, ce qu'il ne va pas falloir oublier dans les rétentions aiguës d'urine, quand vous les drainez sur toute la saperie toute la journée, vérifier qu'ils ne fassent pas un syndrome de levée d'obstacle. Donc il va falloir surveiller la diurèse et faire une compensation hydroélectrolytique si c'est nécessaire et des biologies régulières. Et à distance, il faudra rechercher les autres causes éventuelles des rétentions aiguës d'urine, les causes sous-jacentes, donc une pathologie prostatite. Et puis ensuite, on va faire des tentatives de retrait de sonde et reprendre l'émission spontanée progressivement sous surveillance. Question numéro 6, les amplitudes de genoux. Les amplitudes de genoux notées moins 15, c'était noté comme ça, 120 degrés. Ici, en négatif, vous avez le flessum. Donc, il y a un flessum de genou de 15 degrés et 120 degrés. Ici, vous avez la flexion. Donc, ici, vous aviez l'extension et ici, l'extension, je vais vous le mettre comme ça. Et ici, vous aviez la flexion. Et donc là, vous avez une flexion qui est normale et par contre, un flessum de 15 degrés. Quel est le problème que ça peut poser, le flessum? D'une part, l'installation au lit. Alors ça, c'est surtout s'il évolue, parce que 15 degrés pour l'installation au lit, c'est pas forcément très gênant, mais il ne pourra pas se mettre à plat ventre, par exemple, pour dormir. Et ensuite, il y a la gêne à la marche. C'est surtout ça le plus important. Marcher en flessum de genou, il va devoir marcher en flexion, ça veut dire qu'il faut qu'il ait un quadriceps beaucoup plus fort pour pouvoir fonctionner. Va y avoir l'inégalité de longueur, donc c'est surtout pour la marche que c'est gênant. Question numéro 7, on va lui prescrire de la balnéothérapie. Alors quels sont les intérêts de la balnéothérapie? C'est intéressant pour tous les objectifs de rééducation. Donc les objectifs de kinésithérapie, comme on l'a déjà dit, c'est les objectifs sur la douleur, le renforcement musculaire, les amplitudes articulaires, la marche. Et sur tous ces objectifs-là, la balnéothérapie a un intérêt. Sur le plan de la douleur, ça a un effet antalgique, parce que c'est de l'eau chaude, parce que c'est relaxant, donc ça a un effet antalgique. Sur le renforcement musculaire, c'est utile parce que comme il y a une résistance à l'eau, du coup, ça fait faire plus d'efforts, donc ça fait du renforcement musculaire. On fait du renforcement musculaire en milieu aquatique, c'est un peu plus efficace. Ensuite, ça a un effet relaxant musculaire, donc c'est plus facile pour le gain d'amplitude. Donc tous les travails des amplitudes articulaires, les mobilisations, etc. dans l'ambiance aquatique peuvent être plus faciles. Et ensuite, pour ce qui est de la marche, on peut travailler la marche dans l'eau, puisque selon le niveau d'eau que vous avez, c'est ça que j'appelle la remise en charge progressive,
selon le niveau d'eau que vous avez, vous êtes à un certain pourcentage du poids du corps sur vos pieds. Donc ici, vous avez 0% du poids du corps sur les pieds, ici, vous avez 50% du poids du corps, etc. Donc vous pouvez mettre le niveau d'immersion que vous voulez et vous avez une remise en charge progressive, ce qui permet de travailler la marche sans risque de tomber. Vous pouvez travailler la proprioception, l'équilibre, la coordination, le schéma de marche. Toute la marche peut être retravaillée progressivement dans l'eau sans risque de tomber, etc. Ok, par contre, maintenant, quelles sont les contre-indications, les précautions pour l'eau, pour la balnéo? C'est un peu les mêmes que pour les cures thermales, si vous devez les prescrire. La première, qui n'est pas forcément la même pour les cures thermales, c'est que l'eau, elle est chaude, hein, c'est de l'eau thérapeutique, donc à 32 degrés. Donc vous allez avoir une grosse vasodilatation périphérique, une redistribution des débits sanguins. Donc si vous avez une insuffisance cardiaque ou une hypertension mal contrôlée, vous risquez de la décompenser. Donc il faut vérifier qu'il est bien contrôlé sur le plan cardiaque et hypertension. Ça, c'est la première contre-indication. Il y a les phlébites aussi qui sont une autre contre-indication. Et puis les contre-indications classiques, il y a tout ce qui est cutané, donc toutes les lésions non cicatrisées, les scars non cicatrisés, la lésion chirurgicale, etc. Contre-indique de le mettre dans une piscine. Il y a les contre-indications infectieuses, donc tout ce qui est contagieux, donc les BMR, une infection contagieuse, l'immunodépression ou les risques de contagion. Et puis sphinctérienne qu'il ne faut pas oublier, donc l'incontinence urinaire ou fécale, il faut vérifier qu'il est complètement continent. Ensuite, question 8. Donc là, vous l'avez mis debout et il a fait un malaise avec une tachycardie, une dyspnée. Le premier diagnostic à évoquer, c'est l'embolie pulmonaire. Donc je vous rappelle que quand on vous demande 2 diagnostics ou peu de diagnostics, de toute façon, les choses auxquelles il faut penser, c'est quel est le diagnostic le plus grave, là c'est l'embolie pulmonaire, et quel est le diagnostic le plus fréquent, là ça va être la désadaptation cardiovasculaire à l'orthostatisme. Donc ici, on a le diagnostic le plus grave. Donc, et ici, on a le diagnostic le plus fréquent. Donc la désadaptation cardiovasculaire à l'orthostatisme qui fait partie des complications de décubitus qui est favorisée par le syndrome de Guillain-Barré lui-même. Quelles sont les mesures préventives qu'on aurait pu mettre en place? Déjà, il faut mettre des bas de contention avant de les mettre debout parce que ça redistribue le volume sanguin qui est veineux. Ensuite, il faut vérifier qu'il a une bonne hydratation, des apports sodiques conséquents, donc qu'il n'est pas déshydraté, notamment en déshydratation extracellulaire, c'est ça qu'il faut éviter. Ensuite, il faut faire ça progressivement. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est déjà le verticaliser progressivement sur une table de verticalisation, lui faire déjà du travail actif au lit, au fauteuil. Donc, il faut commencer par le faire travailler beaucoup au lit, au fauteuil pour le réadapter sur un peu son système cardiovasculaire. Et enfin, vous pourrez proposer des traitements médicamenteux spécifiques si c'est nécessaire, si malgré tout ça, il a encore des malaises quand il se met debout. Question numéro 9. Quelles sont les étapes donc, pour la reprise de la marche? Avant de reprendre vraiment la marche, les étapes préalables avant de mettre un patient debout pour marcher, il va falloir d'abord travailler l'équilibre. On va travailler l'équilibre assis, puis debout, debout, puis assis. Une fois qu'on a travaillé l'équilibre, on va travailler les transferts. Les transferts, il y a les transferts fauteuil-lit, lit-fauteuil, fauteuil-douche, etc. Et puis il y a ensuite les transferts assis-debout. Donc il faut être capable de faire un transfert assis-debout et debout-assis dans des conditions d'équilibre, sans déséquilibrer, sans risque de chute. Deuxième chose. Bien sûr, je ne vous l'ai pas mis, mais il va falloir bien sûr travailler renforcement musculaire, puisqu'il faut qu'il ait des muscles à peu près à 3, surtout pour les muscles clés de la marche, qui sont le quadriceps, les fessiers et les triceps, grands et moyens fessiers et les triceps. Donc il faut qu'il ait des muscles à peu près au moins à 3 pour pouvoir le remettre debout. Et puis ensuite, les étapes pour la reprise de la marche, on commence entre les barres parallèles, ou bien en piscine, comme on l'a dit tout à l'heure, ou en suspension avec un harnais de suspension. Généralement, le plus simple, ça va être de commencer par les barres parallèles. Ensuite, vous allez passer au déambulateur, puis ensuite avec 2 cannes, puis ensuite avec une seule, puis ensuite sans aide technique ni aide humaine. Et une fois qu'il marche de façon autonome et sécurisée, il va falloir vérifier qu'il est sécurisé, qu'il ne risque pas de tomber. Vous allez travailler ensuite les marches dans des terrains variables, donc avec des marches, avec un terrain instable, en extérieur, et puis les escaliers. Donc ça fait partie aussi des exercices. Et les autres exercices qu'il faudra demander, c'est du travail en endurance, donc pour augmenter le périmètre de marche. Et puis aussi, ce que vous pourrez rajouter, c'est le schéma de marche, améliorer le schéma de marche, la vitesse de marche, etc. Les autres aides techniques auxquelles il fallait penser, donc là, dans les aides techniques, il y a le déambulateur, il y a les cannes, et puis le releveur. Comme vous avez vu dans l'énoncé, il a un déficit sur les releveurs, hein, il a un déficit distal, donc il va stepper à la marche, et pour améliorer sa marche, bien sûr, on pourra lui proposer un releveur de pied pour la marche.
Voilà, j'ai donc terminé le dossier 6 qui traite encore des questions de handicap, d'immobilité des décubitus avec des questions de neurologie, pas mal de complications de décubitus, rétention aiguë d'urine, troubles de la marche et de l'équilibre. Et voilà, donc nous avons fini cette conférence. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la révision de l'examen national classant. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions spécifiques, notamment si vous avez donc des questions sur la médecine physique en général. Je vous répondrai sans problème. Au revoir.